Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 5 octobre 2025. Web Journal de Radio-Québec, l'émission que vous attendez impatiemment tous les dimanches. Puis on a des bonnes nouvelles en plus aujourd'hui. Vous savez qu'est-ce qui se passe. Ce qu'on explique depuis, encore une fois, je vais dire ça comme ça, ce qu'on explique depuis 8 ans, c'est-à-dire qu'on s'en va vers la paix, etc. C'est en train de se réaliser. Les gens disaient que c'était pas possible. Les gens disaient que Netanyahou ne respectera jamais, blablabla, bla. Et puis tu ne comprends pas, c'est un psychopathe et tout. Ouais, ben il y a des façons de le contrôler, le psychopathe, évidemment. Et c'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui. Je dis notamment dans une des notes ici, les USA en guerre de 5e génération contre Israël. C'est comme Israël est le partenaire. En anglais, on dit unwilling partner. Là, dans cette histoire de processus de paix, et les gens étaient très, très, très pessimistes. Comme avec l'Iran, c'est exactement le même pattern, c'est ça que je dis, paix à Gaza, c'est le même modèle iranien. Trump intervient, comme avec l'Iran, Trump intervient et retire le casus belli de l'opération à Gaza, c'est-à-dire que finalement, il négocie en coulisses avec le Hamas et le Hamas décide, oui, d'accord, on va relâcher les otages et donc il n'y a plus de justification. Et là, Trump s'empresse de remercier tout le monde et d'avoir l'appui de tous les pays arabes, de toute la région. C'est un moment historique, etc. Et donc, il se commet tellement là-dedans et il présente ça comme un fait accompli. Et donc, ça devient très difficile pour Netanyahou de se retirer ou de faire le filou. Donc, c'est un petit peu comme l'Iran. C'est un petit peu comme l'Iran. Et on a, chez tous ceux qui ont sous-estimé la paix, qui ont pensé que la paix n'était pas réalisable, eh bien, c'est qu'ils ont mal compris, initialement, c'est ce que j'écris ici, la motivation du président Trump. Le facteur de changement dans tout ça au Moyen-Orient depuis presque un siècle, c'est l'arrivée de Donald Trump. Et la volonté, et donc, c'est quelqu'un qui est comme complètement hors norme, qui change toutes les choses et qui a l'intention de complètement bouleverser le système international et régler un par un tous parce que ça prend juste de la volonté politique. On aurait pu régler, par exemple, la question de l'immigration en France, au Québec, etc., parce que l'immigration, c'est presque au Canada, c'est presque exclusivement un problème québécois, là. C'est-à-dire, il y a comme 3-4 fois plus d'immigrants qui rentrent au Québec qu'en Ontario, etc. C'est des chiffres complètement lunaires. Mais tout ça peut se régler simplement avec la volonté politique. Il n'y en a pas de volonté politique. Et à partir du moment où est-ce qu'on arrive avec quelqu'un qui a une volonté politique, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est ce que l'État profond essaie d'éviter. C'est-à-dire qu'il essaie d'éviter que des leaders populistes avec une volonté réelle de changement arrivent au pouvoir. Ils font tout pour ça. Ils utilisent les médias, ils utilisent toutes sortes de stratégies, de perception, des crocs en jambes, des assassinats sociaux, pour éviter le fait que des leaders populistes avec une réelle volonté de changement arrivent au pouvoir. Quand ils arrivent au pouvoir, ils sont démonisés, ils sont traités comme des Hitler. On essaie de les assassiner comme Robert Fico. On les bloque des élections comme Georgescu en Roumanie, etc., etc. Marine Le Pen en France et tout. On rentre, je sais que tout le monde dit que c'est une collabo, mais en tout cas, elle subit elle aussi une pression incroyable. Bannie des élections, je pense, c'est ça qu'on disait l'été dernier, pendant 5 ans, etc. Il y a des trucs que les mondialistes n'aiment pas du tout dans son... malgré toutes ces compromissions, il y a quand même des trucs qui énervent les mondialistes, mais tout ça pour dire qu'à partir du moment où tu as quelqu'un qui a une réelle volonté de changement, ça peut aller très, très, très rapidement. C'est ce que la plupart des analystes ont manqué avec l'arrivée de Donald Trump, le voyait comme un fucking suppôt des Lubavitch. Où sont les Lubavitch, là? On comprend pas qu'est-ce qui se passe avec le Grand Israël et tout, là. On se bidonne bien parce que c'est sur notre ligne depuis 8 ans, là. Ce qu'on voit, là, on l'a annoncé. Je me rendrai pas insupportable en vous remontrant pour une xème fois tout ce que je disais en 2018 et qu'on s'en va vers la paix. Et donc, la plupart des géopoliticiens du dimanche ont oublié de calculer comme facteur, c'est Donald Trump, la motivation de Donald Trump, c'est-à-dire sa volonté de paix réelle, sa détermination et aussi les capacités d'y arriver. Souvent, on a dit, non, il est contrôlé par Israël, blablabla. Non.
OK? Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à la paix. On va y arriver dans 30 secondes, là. Mais on y arrive aussi dans une guerre de cinquième génération avec Israël, contre Israël. C'est-à-dire que, oui, Israël est notre allié, etc. Tu peux pas te permettre, je l'ai expliqué, tu peux jamais te permettre de te présenter comme un ennemi des Juifs ou un ennemi d'Israël parce qu'il y a personne qui va signer en Israël. Tu as besoin d'être ami avec les gens si tu veux qu'ils signent. Tu as besoin de créer de la confiance. C'est the art of the deal. Tu dois créer de la confiance avec les Palestiniens et avec Israël, avec les Israéliens, comme si tu veux ramener deux parties ensemble, comme avec la Russie, c'est-à-dire tu dois montrer à Zelensky que tu es un petit peu de son bord, puis à Poutine que tu es aussi ami. C'est comme tu dois réchauffer les deux parties pour arriver à une entente, à être l'homme du milieu qui... c'est comme ça que Trump se présente. Il se présente comme l'homme du milieu qui négocie, etc. Mais les gens ont sous-estimé sa motivation, la volonté d'arriver à la paix. Non, non, Alexis... c'est pour nous avoir, là, il nous amène dans un monde de, ouais, je sais pas trop, la détermination et la capacité. Et donc, c'est ça. Et avec, donc, c'est ça, amis d'Israël, mais aussi avec des pressions politiques, parce que, et ce qu'on voit présentement, c'est exactement ce que j'ai dit il y a comme un an, je l'ai répété à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'ils font pression, l'administration Trump fait des pressions indirectes sur Israël, en utilisant le 11 septembre, en utilisant l'assassinat de Kennedy et l'assassinat de Charlie Kirk. On en a parlé dans les web-journaux sur l'assassinat de Charlie Kirk et dans les web-journaux précédents, la désisraélisation des États-Unis, etc., et le fait que les États-Unis, Israël perdent beaucoup d'appui aux États-Unis. Ils ont perdu le Congrès, et là, il y a des sondages qui sortent. Genre même sur CNN, on nous montre que les gens sont... C'est des niveaux records d'insatisfaction de le fait de ne pas être favorable à Israël. 53% des Américains, selon un sondage Pew Research, ne sont plus favorables à Israël. C'est des chiffres qui n'ont jamais été... qu'on n'a jamais vu. Et c'est en partie le travail comment je pourrais dire, d'une partie de l'équipe MAGA, c'est-à-dire Tucker Carlson, je les ai mentionnés dans les web-journaux précédents, qui font Steve Bannon, etc., la clique MAGA là, qui désisraélise tout ça. Et donc, ça met de la pression sur Israël, et c'est pour ça, finalement, que Netanyahou n'a pas le choix, parce que Trump présente ça comme un fait accompli et un grand truc historique, et aussi qui met de la pression. Et ici, puisqu'on est déjà sur Gaza, il y a Mike Flynn, vous voyez, en fait, il y a Tucker Carlson ici. Tucker Carlson et Flynn mettent la pression, vous voyez, donc Tucker Carlson qui, dans son émission, explique comment il révèle que pendant la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël en juin, les officiers de Tsahal, l'armée israélienne, étaient à l'intérieur du Pentagone donnant des ordres aux dirigeants militaires américains. L'armée israélienne était dans le Pentagone en train de donner des ordres aux Américains. Et donc, c'est une par une, un truc après l'autre qui sort comme ça sur l'influence d'Israël sur la politique américaine. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Et ils enlèvent littéralement comme un doigt à la fois l'emprise d'Israël en révélant les choses. C'est une stratégie de communication qui fait perdre la face à Israël, qui fait en sorte que les sondages sont de moins en moins favorables, qu'ils ont perdu le Congrès, comme j'ai expliqué, etc. Et là, au cas où Netanyahou avait l'idée de peut-être continuer à bombarder ou il y a Mike Flynn qui a publié une vidéo dévastatrice ici sur... la vidéo montre, en fait, le 11... C'est un beau clin d'œil. Hein? C'est fait de façon subtile. C'est-à-dire que c'est exactement comme je l'avais expliqué dans tous les domaines. C'est-à-dire que Trump garde le visage diplomatique, protocolaire d'un président pas complotiste et, tu sais, comment je pourrais dire, un président normal, un président... et il y a toute sa base qui fait le travail à sa place. Ça a été comme ça avec les vaccins. Pour Warp Speed, le président Trump était comme pour le 80% des Américains qui étaient pro-vaccin. Il y avait le président Trump qui était normal, mais il y avait toute sa base qui disait ne le prenez pas. Même chose avec Israël, il garde son visage protocolaire avec Israël, puis il y a toute la base qui travaille. J'ai expliqué ça, c'est comme ça dans tous les trucs. Hein. Il dit genre, Obama, tu rigole avec Obama, etc. Puis finalement, Tulsi Gabbard sort les trucs sur l'Obama Gate. Et donc, il y a lui qui est... Et les Black Pills font ça. Les Black Pills, genre, prennent les déclarations de Trump qui sont protocolaires et qui sont... Trump
parle pour les normies. Le président Trump, lui, parle pour les normies. Il a un visage très, très, très public et ordinaire pour les normies. Puis après ça, il y a toute la base MAGA qui travaille. Et là, c'est dans le cas qui nous occupe, c'est Flynn qui a publié une vidéo où on voit d'affilée, on voit les attentats du 11 septembre, l'assassinat de John F. Kennedy, l'assassinat, entre guillemets, de Charlie Kirk. Puis après ça, on voit la face de Netanyahou. C'est un clin d'œil dans le genre, on a toute la merde sur vous. Et ça, c'est ce que j'avais expliqué. On a toute la merde sur vous. Ne merdez pas ce truc-là. Tenez-vous-en à ce que Trump a dit. Donc, c'est un peu comme une menace. Et ça explique un peu ce que je disais dans des web journaux l'année dernière, etc. Quand je disais, ben oui, le 11 septembre, on n'aura peut-être pas toute la vérité parce qu'ils utilisent ça, je l'ai sur plusieurs dossiers, ils utilisent ça comme carte pour faire plier Netanyahou. C'est-à-dire qu'on n'aura peut-être pas la vérité au total sur le 11 septembre. L'implication du Mossad, clairement, je veux dire, avérée là-dedans. Ils étaient au courant au minimum. Et donc, on n'aurait peut-être pas le fond de l'histoire là-dessus, mais on va avoir en contrepartie la paix au Moyen-Orient, la paix dans le monde. Donc, je sais que c'est... Oui, mais les victimes, sauf que tu sais, pour le plus grand bien. Pour le plus grand bien de l'humanité, on utilise ça pour avoir la paix mondiale. Ça ne sera jamais la paix mondiale. Il y aura toujours, genre, des factions qui vont se tirer dessus à quelque part, genre un groupe ethnique avec une espèce de truc religieux aux Philippines ou en Afrique à quelque part, là, une espèce de nouvelle faction en Amérique du Sud. Il va toujours avoir des petits conflits à gauche et à droite. Mais quand je parle de conflits structuraux, on se dirige parce qu'on est des humains, là, puis une partie de l'âme humaine est un peu belliqueuse. Et il y a comme toutes les questions territoriales et linguistiques et d'intérêt et tout ça. Et donc, et puis là, les Black Pills vont toujours dire, oui, Alexis disait qu'on s'en allait vers la paix, puis là, mais il reste toujours, regarde là, en Côte d'Ivoire, les rebelles ont attaqué. Alexis, OK, je suis coquin aujourd'hui, là. Mais tout ça pour dire, c'est ça. Et donc, Flynn qui montre cette vidéo-là pour faire pression sur Netanyahou. Je vais vous la passer rapidement, là. Le 11 septembre, JFK, Charlie Kirk, puis après la grosse phase de Netanyahou. Ça, c'est un avertissement. OK? Donc, ça, c'est littéralement une guerre de 5e génération, une guerre de perception, où est-ce qu'on fait plier l'adversaire avec de l'information plutôt qu'avec des armes. Tu n'as pas besoin de faire plier Israël, mais je veux dire, tu n'as pas besoin d'attaquer ou de mettre des sanctions contre Israël. Tu fais juste dire, on a la merde sur vous, puis si vous continuez, si vous n'appliquez pas le plan du président Trump, ben tout ça a vocation à sortir dans les émissions de Tucker Carlson, par exemple, ou au Congrès avec Marjorie Taylor Greene. Il y a plein de façons de couler l'information. Et Israël est déjà comme en chute libre dans l'opinion publique et dans l'influence, etc. Et là, si vous voulez pas que ça continue, vous avez tout intérêt à juste signer la fucking paix avec le Hamas, OK? Donc, c'est ça ce qu'ils ont fait. Le Hamas a accepté les conditions et c'est ça qui a provoqué le début, probablement contre toute attente, mais ils ont et bravo pour cette. On peut juste souligner cet éclair de lucidité. Nous apprécions les efforts arabes, islamiques et internationaux, ainsi que les efforts du président américain appelant à l'arrêt de la guerre sur Gaza, l'échange des prisonniers, l'entrée immédiate de l'aide au refus de l'occupation du secteur et refus de déplacement de notre peuple. Nous annonçons notre accord pour la libération de tous les prisonniers. Donc, ils acceptent la libération des prisonniers selon la formule de l'échange mentionné, etc. Nous sommes prêts à entrer immédiatement dans les négociations. Nous renouvelons notre accord pour remettre la gestion du secteur de Gaza, ça c'est le point important, à une autorité palestinienne indépendante, technocrate, basée sur le consensus national palestinien, etc. Donc, ils vont remettre le contrôle de Gaza à une autorité palestinienne indépendante. Et là, immédiatement, Trump, suivant ça, Trump fait l'annonce, remercie le Hamas. Il dit, où est-ce qu'il le dit ici? Ils sont prêts pour la paix. Je pense qu'ils sont prêts pour la paix, une paix durable, dit Donald Trump. D'après la déclaration que vient de publier le Hamas, je pense qu'ils sont prêts pour une paix durable
Et là, rappelez-vous ce que j'expliquais, c'est-à-dire que quand Trump fait des déclarations aussi fortes que ça, c'est déjà réglé généralement. Le gars n'est pas un gambler, il ne joue pas, donc c'est déjà réglé. C'était déjà réglé avec Israël. Il y a Flynn qui met la pression dans le genre ne déconnez pas sur cette histoire-là. Tenez-vous-en à ce qui a été conclu avec Trump. Pas de double jeu. L'armée israélienne interrompt son offensive à Gaza, tandis que Trump s'efforce de mettre fin à la guerre. L'Égypte accueillera des négociations sur la libération des otages. Et donc, oui, c'est pas encore... Là, ils vont dire, ils vont faire un clip, là, puis ils vont dire, c'est pas encore la paix, 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 mais c'est comme ça que ça commence. Hein? C'est comme ça que ça commence. Et là, Trump dit paix durable. Il montre dans une vidéo, il remercie tous les pays arabes de la région. Le casus belli a été retiré, donc d'autres commentateurs ici, comme les médias 442, remarquent Trump piège Netanyahou après l'Iran nucléaire, les otages de Gaza. Tous les otages rentrent chez eux. Problème réglé, Bibi. Problème réglé. Et c'est exactement ce que j'avais expliqué dans le tacle du siècle. Rappelez-vous ce web journal-là, dans le genre Netanyahou qui exigeait que Trump rentre en guerre contre l'Iran. Et là, Trump dit, OK, finalement, nous allons aider nos alliés israéliens. Puis là, finalement, on lance une fake bombe qui ne fait aucun dommage sur les centrales nucléaires. J'avais expliqué tout ça, on a montré que c'était comme rien, qu'il n'avait pas la possibilité de toute façon de frapper un bunker comme 1 kilomètre sous terre. Et vous avez dit, voilà, c'est la même chose que ça, c'est le même processus. Voilà, c'est terminé, nous avons réglé le problème. Puis là, la guerre a été terminée. Netanyahou n'a pas eu son changement de régime. Et là, c'est la même chose. Voilà, les otages sont relâchés. Le Hamas a accepté les conditions. Il n'y a plus de raison de faire la guerre. Et Flynn qui brandit la menace ici d'une révélation publique. Donc, vous comprenez que les influenceurs et le mouvement MAGA est utilisé comme une arme, comme un couteau sur la gorge de Netanyahou. Si tu déconnes, nous allons révéler le 11 septembre les dessous de l'assassinat de JFK et Charlie Kirk, etc. Mais Charlie Kirk, je pense pas que ce soit, encore une fois, je pense pas que ce soit Israël derrière. Honnêtement, je pense qu'Israël faisait pression sur Charlie Kirk. Israël voulait détruire Charlie Kirk, probablement, détruire socialement, mais tu fais pas un assassinat ostentatoire comme ça, et puis personne qui fait ça. Et donc, encore une fois, la balle est rentrée, il y a eu juste un trou, puis il n'y a pas eu de trou de sortie, et puis c'est... Je pense pas qu'Israël a fait cette histoire de juste un trou, etc. Je pense que cette histoire de il y a juste un trou, puis il y a rien qui sort en arrière, il y a rien qui rentre, il y a rien qui sort, il y a juste un trou en avant. Puis la balle, miraculeusement, a été arrêtée par le corps sanctifié de Charlie Kirk, comme le truc là, qui a, l'intervention divine. Et puis, je pense que ça, c'est, encore une fois, ça met de la pression sur Israël, mais je pense pas que ce soit Israël qui est derrière ça. Puis Benjamin Netanyahu avait d'ailleurs il y avait tellement de pression sur Israël qu'il avait fait une vidéo, je ne l'ai pas passée, mais il avait fait une vidéo où est-ce qu'il disait Israël n'est pas impliqué dans la mort de Charlie Kirk. T'sais, imagine là, à quel point, quel fiasco de relations publiques où est-ce que tu t'en vas à l'écran. Il y a tellement de pression aux États-Unis qui pointent vers Israël et la mort de Charlie Kirk, Candace Owen, Tucker Carlson et tout le mouvement MAGA qui disait Israël est derrière ça. Ils essayaient de se débarrasser de Charlie Kirk. Que Netanyahou, le premier ministre, a trouvé que c'était important d'aller à l'écran faire une vidéo pour dire Israël n'est pas... Ça, c'est le genre de pression, vous voyez. Et donc, pression sur Charlie Kirk, pression, et là, c'est Flynn qui met pression. Tucker Carlson qui parle des officiers israéliens au Pentagone qui donnaient des ordres, etc. Et donc, c'est comme ça, c'est une guerre de 5e génération contre Israël. Parce que Trump a besoin d'Israël, il a besoin, les gens disent on veut se débarrasser de Netanyahou, c'est un boucher, c'est un psychopathe, etc. Oui, mais Trump a besoin de Netanyahou pour signer la paix. Parce que Netanyahou, c'est un dur, précisément parce que c'est un psychopathe, et que si tu ramasses n'importe quel politicien du Parti socialiste ou de la gauche israélienne prête à signer avec les Palestiniens, ça ne sera jamais accepté par la droite, les colons, etc. Et donc, tu as besoin du gars le plus dur pour faire avaler ça aux colons puis à la droite. C'est comme ça en égo. C'est comme ça en égo. Si vous utilisez votre cerveau, vous comprenez que c'est en égo, tu ne peux pas prendre quelqu'un de faible pour convaincre les gens qui sont durs. Tu as besoin de prendre la personne la plus dure pour convaincre les endurcis. Sinon, ça passe pas. OK?
Non, t'as l'air d'un vendu. Le politicien israélien de gauche qui va signer la paix avec les Palestiniens, genre leur concéder des choses, ça va être vu comme une concession. Tu sais, regardez ce qui s'est passé avec Yitzhak Rabin, il s'est fait tirer dessus, il est mort. Ils ont tué le premier ministre qui a fait ça. Tu sais, bon. Fait que tu veux pas ça, tu veux que ce soit le plus dur, le pire boucher, celui qui ne négocie pas, le psychopathe. Tu veux que parce que il n'y aura jamais plus dur que Netanyahou. Et le plus dur, lui, a signé la paix. Et donc, on n'aura jamais quelque chose de mieux. C'est ça que vont se dire les colons, l'extrême droite, etc. Si Netanyahou a signé, on pourra jamais dire que Netanyahou est un traître, hein, pour Israël. C'est le plus dur, c'est un réel. Il est pour le grand Israël. En plus, il l'a dit dans une vidéo récente. Et donc, ça prend ce gars-là pour convaincre les radicaux israéliens. C'est pour ça que Trump a besoin de Netanyahou et non pas quelqu'un d'autre. Donc, c'est guerre de cinquième génération avec contre Israël. Comprenez-vous un peu la subtilité et puis les nuances du jeu ici et que les perspectives, tu sais, genre à la Pierre Hillard, là, genre les Lubavitch. Où sont les Lubavitch? Les Lubavitch sont pas contents, ça c'est sûr. Là. Ça c'est... Trêve de plaisanterie, c'est ça. Et donc, Trump qui remercie tous les pays de la région, c'est comme ça, il cimente le truc. I want to thank the countries that helped me put this together. Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostage. Là, les gens dans le chat qui ne regardent pas du tout le web journal de Radio-Québec sont dans leurs propres élucubrations. Des fois, je me demande, quand je regarde le chat, je me demande, genre, je devrais juste fermer ça et puis, tu sais, les gens m'écouteraient au lieu de parler entre eux dans le chat de recettes de tarte à la fraise, etc. Mais tout ça pour dire que, et même l'Iran accepte la proposition ici, l'Iran déclare soutenir toute initiative visant à arrêter les atrocités génocidaires israéliennes, les crimes de guerre. Donc, l'Iran qui accepte, les pays, d'autres pays aussi, c'est ça comme dit Trump, la Turquie, le Qatar, etc. Le Qatar qui a été bombardé, hein? Mais encore une fois, pourquoi voudrait-on... Je n'ai pas commenté sur le bombardement du Qatar, des leaders du Hamas au Qatar, etc. Parce que qu'est-ce que ça fait? Ben, ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, c'était que le Hamas était une création d'Israël et tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux comme faire une frappe comme ça pour montrer que non, nous sommes vraiment belliqueux et il n'y a pas de lien entre Israël et le Hamas. C'est ça que ça fait. À mon sens, c'est une frappe tape à l'œil. Ça n'aurait jamais été autorisé par le président Trump. Alors qu'on est dans les négociations, en fin de parcours dans les négociations, c'est inconcevable de faire quelque chose comme ça. Et donc, c'est fort probablement un truc tape à l'œil, de la diplomatie, encore une fois, etc., pour faire en sorte que Netanyahou passe pour un dur, qui n'est pas mou avec le Hamas, etc. Et donc... Et là, en plus de ça, il y a Trump qui a retweeté les manifestations en Israël pour la paix. Donc, on y arrive, c'est ça, de différentes façons. Trump qui a retiré le casus belli et qui force Netanyahou, dans une guerre de cinquième génération, à signer la paix, exactement comme il l'avait fait avec l'Iran. Avant de continuer, on va rappeler aux gens que nous sommes en campagne de financement pour l'automne 2025. Vous avez les informations, la façon de le faire à la fin du web journal. J'oublie toujours de le faire en début de web journal. On remercie ceux qui nous permettent de faire ces analyses-là. Elles sont uniques, elles sont vérifiées sur le long terme. On dit quelque chose et puis là, les gens, une semaine après, vont comme rigoler de cette affaire-là. Et puis finalement, genre, 6 mois, 1 an plus tard, ben, on avait raison. Puis là, on lit leur truc puis ils disent plus rien, là. Hein? Donc, je pense qu'on est les seuls à avoir eu cette vision sur le long terme, longitudinale et qualitative de exactement ce qui allait se passer au Moyen-Orient. Et ça, on était capable de continuer à le faire pendant 8 ans et d'étayer nos analyses point par point à chaque fois à cause des contributions, à cause des contributeurs anonymes de Radio-Québec. Et donc, merci à tous
à tous ces anges anonymes. On les voit pas, c'est comme les anges, on les voit pas. Mais ils sont là. Et puis, c'est ça. Certains partent et on souhaite des fois que d'autres arrivent les remplacer. Donc, si vous avez une pensée pour nous, c'est fort apprécié. Octobre 2025. Voilà. Et donc, c'est ce que j'expliquais dans Petite Trêve, là, c'est toujours malaisant, mais c'est nécessaire. Dans Donald d'Arabie, le discours qu'il a fait à Riyad, dans ce discours-là, Trump a expliqué, j'avais dit dans ce discours-là que il expliquait sa vision du Moyen-Orient, un Proche-Orient, un Moyen-Orient sans guerre, de développement technologique et social. Enfin, la région va sortir de la pauvreté, parce que tu regardes les conditions de vie en Irak, les gens ordinaires, les conditions de vie en Jordanie, etc., ils vivent dans la pauvreté parce que la plupart de ces pays-là dépensent une fortune dans le budget militaire. Et donc, lui, il dit, au lieu de dépenser, c'est ce qu'il disait dans le discours, au lieu de dépenser dans le militaire, on va développer il suggère, il espère que la région va développer des structures sociales. Et puis, il y en avait des structures sociales quand même en Irak. Et puis, il y avait du socialisme arabe qui fonctionnait quand même. Mais on parle de développement technologique et tout, et de sortir les gens de la pauvreté. C'est ce qu'il disait. Et donc, il parlait d'un Moyen-Orient apaisé, de développement technologique. Et j'avais dit encore une fois à ce moment-là que c'était comme le discours de l'ONU en 2018, quand elle avait dit l'avenir appartient aux patriotes, l'avenir n'appartient pas aux mondialistes, on l'a fait jouer à de multiples reprises. Et quand il annonce des choses comme ça, c'est déjà fait. Donc, quand il a fait son discours à Riyad, c'était déjà canné, c'était déjà fait. La paix était déjà réglée au Moyen-Orient. Il restait à régler la question du Hamas, et là, c'est réglé. C'est réglé. Et donc, dans les semaines qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre, on va voir les développements qui vont mener à l'autonomisation, je veux dire, à la création d'un État palestinien. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, Trump s'était opposé lorsque Macron avait reconnu à l'ONU l'État palestinien, etc. C'est parce que, évidemment, ça fait partie de négociations, et que tu dis, quand tu négocies avec le Hamas, là, tu dis genre, OK, cessez, relâchez les otages, en contrepartie, nous allons, Israël va se retirer, il va avoir la reconnaissance d'un État palestinien. Donc, c'est à l'intérieur du négociation. Et quand Macron arrive à l'extérieur et dit, nous reconnaissons un État palestinien, c'est comme si tu viens de couper les négociations avec le Hamas, tu viens de contourner tout le processus. C'est pour ça que ça a été rejeté du revers de la main par Trump, Netanyahou, etc. Parce que c'était un cadeau sans négociation, sans contrepartie, alors que pour arriver à la paix au Moyen-Orient, tu dois négocier serré, là. Tu dois négocier, ça fait un siècle là, que le problème dure. Et donc, tu dois négocier serré, puis la création d'un État palestinien était comme le prix final, n'est-ce pas? Et quand tu arrives comme ça, c'est un peu comme si tu torpillais le processus, si tu torpillais la négociation, tu arrives par en arrière, tu dis, ah ben non, on va te donner ton gâteau tout de suite, pas besoin de négocier ou rien en contrepartie. Vous pouvez continuer vos opérations comme vous voulez. Vous n'avez pas à déposer les armes, votre État palestinien a été reconnu, etc. Et c'est pour ça que c'était un croc en jambe, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça, c'est pour Gaza. Juste des bonnes nouvelles. On explique depuis, encore une fois, 8 ans qu'on s'en va vers la paix, que Trump va gagner le prix Nobel. L'annonce du prix Nobel, je pense, c'est supposé être la semaine prochaine. Ça tombe bien, hein? C'est bien timé tout ça. Je pense que c'est le 10 octobre que, si je ne me trompe pas, c'est le 10 octobre que le Nobel devrait... Et ça se peut qu'il le donne à quelqu'un d'autre, mais ça serait un discrédit pour le prix Nobel, pour l'institution du prix Nobel, alors que Trump a négocié la fin de 6-7 conflits, qui a été nominé et référé par 4 présidents pour l'obtention du prix Nobel. Depuis même son élection l'année dernière, c'est-à-dire après son élection, en novembre, il a demandé la cessation un cessez-le-feu à Gaza, un cessez-le-feu avec le Hezbollah, etc. Et donc, en fait, de tous ceux qui ont gagné le prix Nobel, si tu regardes les gens, les récipiendaires du prix Nobel de la paix depuis 40 ans, il y en a très peu qui ont fait autant pour la paix que Donald Trump. C'est-à-dire, le bonhomme a pris le bâton du pèlerin. Oui, il le veut. Normalement, ça devrait être désintéressé.
il le veut. Ben oui, il veut laisser sa marque, puis il travaille pour. Puis, et donc, ça devrait être la semaine prochaine. Maintenant, l'autre nouvelle, c'est ça ici, c'est Trump qui serre la main du diable. Il a serré la main de chose bourla, là, de Pfizer. Et là, l'Internet est parti en couille, comme disent les Français. Je ne sais pas ce que j'ai ici. J'avais comme un... C'est ça ici. Ouais, c'est ça. Dans Star Wars, there's too many of them. Ils arrivent près de l'étoile de la mort, là, puis là, il y a comme trop de chasseurs ennemis. C'était comme... la quantité de personnes qui sont parties, de Louis Fouché jusqu'à genre des acteurs aux États-Unis, Rob Schneider, tout le monde a comme... tous les lanceurs d'alerte ont dit ça n'a pas d'allure, etc. Mais là, on va regarder ça, puis on va remettre ça aussi en perspective. Encore une fois, c'est toujours une question de perspective. C'est une question de est-ce que tu regardes, est-ce que tu, comme le dit Q, est-ce que tu utilises la pensée logique ou tu es sur les émotions? Hein, est-ce que tu es sur le ressenti ou tu utilises la pensée logique? On va regarder cependant, juste avant ça, qu'est-ce que RFK a fait. Parce qu'évidemment, il faut que tu mettes cette annonce annonce avec Pfizer. Cette annonce de Pfizer, il faut la mettre dans le contexte de ce que fait RFK. RFK n'est pas en train de faire des cadeaux aux pharmaceutiques. Or, tout le monde, sans aucun recul, a commencé à penser que c'était comme genre que Trump venait de plier devant Pfizer. Or, c'est exactement le contraire. C'est Trump qui vient de faire plier Pfizer. Je ne sais pas si c'est... donc, on nous a dit, puis là, les gens ont retweeté des... il y a des campagnes, je veux vous dire, je pense que quand il y a des événements comme ceux-là, il y a des campagnes anti-Trump qui sont probablement menées à partir de bots, de fermes de comptes robotisés, parce que j'ai été inondé de comptes avec à peu près le même discours, des comptes que j'avais jamais vus sur ma timeline, que je connaissais pas, puis c'était comme des dizaines et des dizaines de personnes qui commentaient toujours la même chose, disant que le gouvernement américain investissait 70 milliards de dollars dans Pfizer pour permettre à Pfizer d'accroître son empire ARN. Puis là, ça a été retweeté par tout le monde, même en France, sans aucun recul. Est-ce que vous avez... Hey, ceux qui partagent des trucs comme ça, premièrement, est-ce que vous comprenez le contexte de ce qui est en train de se passer au niveau médical pharmaceutique aux États-Unis avec RFK? Puis deux, est-ce que vous avez lu l'annonce? Mais c'est ça, je suis presque certain que ces trucs-là, c'est peut-être même des trucs israéliens, tu sais, c'est comme pour faire pression contre Donald Trump aussi. Le mettre, tu sais, c'est back and forth, là, tu sais. Flynn fait des menaces et puis... surtout que, on sait qu'Israël veut obtenir plus d'influence sur les réseaux sociaux en achetant avec Ellison qui achète TikTok, le gars du projet Stargate qui finalement achète TikTok. Et Netanyahou qui dit ça va multiplier notre force et notre présence sur les réseaux sociaux. Donc, il y a cette espèce de volonté-là d'être influent sur les réseaux sociaux, puis de eux aussi être capables, étant donné que Trump est fort sur les réseaux sociaux, puis avec les médias alternatifs et tout, ça leur permet aussi d'être fort puis faire pression sur les... Étant donné que l'influence sur le Congrès diminue peut-être un peu, comme ils ont perdu le contrôle total, comme le disait Trump, mais tu veux peut-être au contraire te rabattre sur les réseaux sociaux pour faire des espèces de campagnes de pression, parce que j'ai jamais vu autant de comptes que j'avais jamais vus, avec des comptes vides, on dirait. Là, oui, des comptes avec beaucoup d'abonnés, puis une photo et tout, sauf que c'était, en termes d'algorithme, ça n'avait aucun bon sens, le fait de, c'était un après l'autre. Et puis là, tout le monde a retweeté ça sans aucune vérification. Et donc, c'est le contraire. Ok, c'est Trump qui force Pfizer à baisser jusqu'à 80% les prix de ces médicaments sur le marché US. Hein, Trump exige que... C'est avec les tarifs, parce que Pfizer produit la plupart de ses médicaments à l'extérieur des États-Unis. Et là, donc, ils vont être frappés par les tarifs. Et là, Trump dit, OK, vous allez... il y a plusieurs choses, là. Vous allez baisser vos prix juste de 50% en moyenne, la moitié, là. Et vous allez baisser le prix. Et donc, quelle compagnie accepte... C'est le plus gros marché. Le marché US, c'est le plus gros marché de médicaments au monde. Quelle compagnie accepte de baisser jusqu'à 85%, de 50 à 85%
le prix de ces médicaments, c'est-à-dire 85%, c'est-à-dire ils perdent probablement comme 70% de sa marge de profit. C'était la vache à lait. Là. Les États-Unis, c'est la vache à lait pour Pfizer. Tous les profits étaient générés ailleurs, aux États-Unis. Ailleurs, c'est résiduel, mais aux États-Unis, c'était la vache à lait. Parce que tous les médicaments partout étaient moins chers. Et donc, Trump obtient le prix de la nation la plus favorisée, de Most Favored Nation. Ça fait en sorte qu'il n'y aura pas de tarif sur les médicaments de Pfizer, parce que Pfizer accepte de baisser son coût. Et Pfizer accepte d'investir 70 milliards de dollars dans de la production locale. Tu sais, on disait durant la COVID, ben, il y a eu cette grosse discussion aux États-Unis sur le fait que c'est la Chine qui produit nos médicaments. Et à partir du moment où est-ce que tu fermes les frontières, où il y a un embargo, ou si tu es en guerre contre la Chine, les médicaments sont produits en Chine, on n'a plus rien. Il n'y a plus rien qui peut rentrer aux États-Unis parce que nos médicaments sont produits à l'extérieur. Et là, donc, Trump prend Bourla, puis lui dit, en lui serrant la main, il lui dit, tu vas baisser tes prix, puis tu vas dépenser 70 milliards, pas 3 milliards, là, pas 500 millions. Tu sais, une usine, c'est 500 millions, là. 2 milliards, parce qu'on comprend pas, les gens ne sont pas frappés par l'ordre de grandeur. Là. 10 milliards, combien d'usines tu peux produire avec 10 milliards? Là, ce n'est pas 10 milliards, c'est 70 milliards de dollars d'investissement pour produire, avoir de la capacité pharmaceutique aux États-Unis. Okay? Donc, Pfizer conclut un accord sur... Donc, Trump qui force Pfizer à baisser son prix et à dépenser. C'est littéralement, en anglais, on dit « he's gutting ». Il lui coupe, il saigne Pfizer. Il y a certainement personne à Pfizer qui est content de ça. Pfizer conclut un accord historique avec le gouvernement américain pour réduire le coût des médicaments pour les patients américains. Pfizer conclut un accord de 70 milliards de dollars avec Pfizer pour réduire le prix des médicaments Medicaid et développer la production américaine sous la menace de droits de douane. C'est sous la menace. C'est pas Trump qui s'est plié à Pfizer, c'est Pfizer, comme tous les autres, comme Apple, comme tous les autres. Rappelez-vous quand il y a eu cette espèce de dîner avec les 33, avec Zuckerberg, etc., quand Zuckerberg est allé à Mar-a-Lago, puis finalement a accepté de donner la liberté d'expression sur Facebook, etc., etc. Ils plient tous devant Trump. Et c'est la même chose là avec Pfizer. C'est Pfizer qui plie devant Trump. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'aux États-Unis, le Viagra va être à moitié prix. Et là, les gens me disent, pourquoi tu ne déménages pas aux États-Unis, Alexis? Puis là, j'ai dit, non, les États-Unis, ça ne m'intéresse pas, etc. Est-ce que tu comptes en... Mais là, avec du Viagra à 50%, je veux dire, c'est comme, imaginez, ma vie, tu sais, sacrément, mon espérance de vie va augmenter. Tout ça pour dire que Pfizer, c'est pas juste les vaccins. On a le goût amer de Pfizer, plus que le goût amer. On est littéralement en beau joie le vert, comme on dit au Québec, arme à la main, guillotine, fourche et torche, prête à brûler Pfizer. Sauf qu'il faut être, encore une fois, regardons un peu quelles étaient les possibilités quelles étaient les options pour Trump. Et c'est là qu'on doit, comme le dit Q ici, utiliser la pensée logique et éliminer les conceptions ridicules qui sont issues de l'émotion. Tu sais, le ressenti, là, mon ressenti, là, ça c'est bon pour les trans, tu sais, qui disent je suis un lapin ce matin, puis genre ce soir je serai une femme noire, et puis genre, tu sais, ton ressenti, on est sur la base de la logique ici. Et donc, quelles étaient les options pour Donald Trump? Si Trump faisait comme ce que tout le monde suggérait, là, les médecins en France de la résistance, et puis les gens ici qui disaient, genre, Pfizer est criminel, etc. Oui, peut-être, oui. Sauf que c'est quoi que tu fais? Tu mets Bourla en prison, puis tu détruis Pfizer. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si tu mets Bourla en prison et tu détruis Pfizer, et tu détruis la capacité de production pharmaceutique aux États-Unis. C'est-à-dire que, quelles sont les conséquences? Pensez aux conséquences de ça. Donc, Pfizer est une entreprise transnationale avec des filiales partout dans le monde. Pfizer, attaqué par le gouvernement américain, délocalise sa production
quitte le marché US. Imaginez, c'est 1, 2, 3, là, pensez en termes logiques. 1, 2, 3. Bourla accusé en prison, les actifs de Pfizer saisis aux États-Unis, les capitaux de Pfizer, les capitaux, là, les centaines de milliards de dollars fuient les États-Unis. Pfizer change son siège social, relocalise ailleurs, etc. Les États-Unis assiste à un effondrement de la production pharmaceutique, c'est-à-dire qu'on ne peut plus trouver de ci, de ça, de tel médicament pour tel problème médical, parce qu'il y a plein de médicaments Pfizer, c'est pas juste les vaccins, là, il y a comme des dizaines de médicaments Pfizer pour toutes sortes de trucs qui sont utilisés couramment dans l'industrie pharmaceutique. Et là, tu as un effondrement de ça. Qu'est-ce que tu as, évidemment? Une augmentation, c'est pas juste une augmentation des prix, c'est l'impossibilité de trouver des médicaments pour sauver, selon la pratique médicale, sauver la vie des gens. Donc, on se retrouve exactement comme durant la COVID, c'est-à-dire que Trump crée un effondrement littéralement du sang sur les mains. Parce qu'il a détruit Pfizer et pensez aux conséquences, fais juste penser aux conséquences. Et donc, si tu peux pas lancer une guerre contre Pfizer, pensez à Sun Tzu, si tu peux pas lancer une guerre contre Pfizer, pourquoi tu peux pas lancer une guerre contre Pfizer? Parce que il y a des milliers d'hôpitaux aux États-Unis, des dizaines de milliers de pharmacies, des dizaines de millions de patients qui sont dépendants des médicaments Pfizer dans l'état actuel des choses. Dans 5 ans, avec RFK, on ne sait pas, on est en train de changer les... Mais présentement, là, aux États-Unis, la totalité de l'establishment médical a besoin de Pfizer. Si tu retires, si tu mets Bourla en prison, pensez-y, là. Avant de commenter, pourquoi les gens ne réfléchissent pas? Tu provoques un effondrement médical aux États-Unis, une catastrophe sanitaire, et là, c'est pas les mondialistes qui ont lancé le COVID pour te sortir. Tu t'auto-pelures de bananise, là, c'est-à-dire que tu le fais toi-même. Tu veux, tu sais, c'est la grosse brute, là, tu sais, c'est le colosse là, qui veut en découdre, là, puis qui est aveuglé par la colère, puis qui veut détruire son adversaire, et finalement qui se retrouve à tout détruire, à créer plus de dommages que ce qu'il n'aurait réglé. En détruisant son adversaire, il se détruit lui-même. Et ça, vous comprenez, j'espère que vous comprenez mon propos général. Et donc, dans l'état actuel de l'infrastructure médicale aux États-Unis, Pfizer est encore nécessaire, malheureusement. Les hôpitaux, les médecins, tout le monde, 90%, si ce n'est pas 95% des médecins aux États-Unis ont besoin de Pfizer, des médicaments Pfizer pour leur pratique. Les pharmaciens, on est encore dans cette infrastructure-là. Et donc, tu ne peux pas juste arriver puis genre, comme nous autres, on est des enfants en pensant qu'on devrait faire ça. On est des enfants politiques qui n'ont aucune conséquence, qui n'ont aucune conception des conséquences de leurs actions. J'espère que c'est clair. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris Pfizer, il a pris Bourla, il l'a forcé à baisser, le prix de ses médicaments pour faire baisser l'inflation, pour que les gens à faible revenu aux États-Unis puissent avoir accès à leurs médicaments. Les gens vont dire, là, les médicaments Pfizer ne sont pas bons, etc. Non, le Viagra, c'est super. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut en arriver à un point où on est capable de faire la démonstration de ça. Tu vois? Si tu n'es pas capable de faire la démonstration que les médicaments de Pfizer ne sont pas bons, etc., tu t'en vas nulle part. Tu te retrouves quand même avec une crise d'ampleur mondiale et pire que si tu avais envahi l'Iran avec des troupes au sol. Tu vois, c'est un fiasco. Envoyer des troupes au sol, des Marines américains en Iran pour te battre dans des villes, et puis ça aurait été un fiasco de géopolitique, eh bien, s'attaquer à Pfizer présentement dans l'état actuel du monde médical US, retirer Pfizer ça aurait créé le même genre de fiasco qui mène à ta destitution à la fin du mouvement MAGA, etc. Tu donnes littéralement la victoire aux médias, aux démocrates, et c'est terminé. Toi, tu peux pas faire ça. Tu vas être présenté comme le boucher qui a du sang sur les mains, etc. Je pense que j'ai marqué mon point. Et donc, ce que tu fais, c'est qu'au pire, tu prends Pfizer, puis tu fais baisser le coût des médicaments, ce qui va favoriser, qui va augmenter le pouvoir d'achat des Américains. Tu les fais dépenser en infrastructure.
Là, tu les fais dépenser en premier. De toute façon, avant, si Trump va frapper Pfizer, s'il veut comme, tu sais, ben, en premier, tu leur fais dépenser l'argent. Hein. On est dans un monde où est-ce que c'est des capitaux transnationaux. Les capitaux vont sortir. Là, tu veux pas que les capitaux fuient. Tu veux que les capitaux restent. Fait que avant de lui couper la gorge, tu lui fais, je veux dire couper symboliquement, là, tu le fais investir. Hein. C'est comme, c'est avant de te débarrasser de quelqu'un, tu arrives, tu veux te débarrasser de quelqu'un, là, tu te dis, donne-moi ton porte-monnaie en premier. Là. C'est ça qu'il faut. OK, puis après ça, on verra à la fin. Mais de toute façon, ça s'inscrit dans le travail. Et c'est toujours comme ça. C'est pas parce que Trump a serré la main de Bourla qu'il va pas, je l'ai expliqué dans d'autres webjournaux, qu'il va pas lui faire un croc en jambe dans 1 mois, 2 mois, etc. Il a fait ça. Je l'ai expliqué à plein de reprises qu'il fait ça. Hein, il serre la main d'Obama, puis après ça, c'est le Obamagate, Tulsi Gabbard, etc. Il a fait ça sur plein de sujets. RFK le fait aussi. Il dit oui aux sénateurs, etc. Puis après ça, il renvoie tout le monde. Il faut comprendre comment ça fonctionne à Washington. Une poignée de main, ça ne veut pas dire que Trump est d'accord puis il est content. Regardez ça ici. Ça, c'est une poignée de main entre Sarkozy puis Bachar el-Assad. C'était juste avant que Sarkozy lui foute une guerre civile qui a fait 500 000 de morts au bas mot dans les populations civiles, dans les pattes. Les poignées de main en politique, c'est pas... nous autres, on est des gens ordinaires, honnêtes. Pour nous, une poignée de main, c'est important. Ça veut dire que tu accordes ta confiance. On est tellement naïfs. Là. En politique, ça veut rien dire une poignée de main. Encore une fois, c'est protocolaire. C'est comme... Il faut comprendre ces deux niveaux-là. Sinon, on reste des enfants. On ne comprend jamais ce qui se passe en politique. On ne comprend jamais ce qui se passe en politique parce qu'on ne comprend pas l'hypocrisie, le double jeu, le fait de planter des couteaux dans le dos, etc. Puis la complexité de ces trucs-là parce que tu dois faire face aux médias, aux gens ordinaires, le 80% de gens ordinaires qui pensent, qui regardent les nouvelles. Tu dois... OK, je pense que j'ai passé mon point. Mettez ça dans votre pipe, réfléchissez à ce que j'ai expliqué. Maintenant, ça, c'est, encore, je dis, il faut mettre ça dans le contexte. Okay? Et donc, après avoir RFK qui continue, là, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont tous pareils, qu'il n'y a pas de sauveur, mais après avoir montré que les enfants, rappelez-vous, c'est dans la semaine dernière, le web journal Hiroshima qui a été très apprécié, après avoir montré que les enfants vaccinés au Congrès, devant le Congrès US, étaient en moins bonne forme, en moins bonne santé que les non-vax, RFK détruit le dogme des vaccins efficaces. Pfizer doit être absolument... Encore une fois, la mesure de cet investissement, ce croc en jambe à Pfizer, où est-ce qu'on le force à investir 70 puis à baisser 70 milliards de dollars puis à investir ses prix, ça s'inscrit dans plusieurs mois de stratégie anti-Pfizer de l'administration Trump, comme par exemple l'industrie pharmaceutique qui contrôle les différents panels, le CDC, etc. Trump est en train de vider complètement les gens ici. Il y a eu 500 ou je sais pas, comme presque 1 millier de mises à pied de personnes pro-Big Pharma sur les panels. La Moreno, l'assistante, j'en ai parlé en un autre journal. Puis ça, c'est encore une fois cette semaine. Le secrétaire à la santé, Robert Kennedy, a renvoyé la National Institute of Health, la scientifique du National Institute of Health, le Dr Jeanne Marazzo, qui était une défenseresse des vaccins COVID, des masques et de la distanciation sociale, etc. Ils sont en train de les purger un par un. Ils ne sont pas amis avec Pfizer. Là. Ils sont en train de sortir un par un, comme quand tu cherches les poux, là, ils sont en train de les sortir un par un dans l'administration, puis de remplir l'administration avec des personnes comme Robert Malone, etc. Et donc, après avoir montré, c'est ça, que les enfants non vaccinés étaient en meilleure santé, après avoir montré que le Tylenol pouvait causer l'autisme. Là, cette semaine, il continue en disant, encore une fois, ça, c'est un autre pavé dans la mare. Il faut vraiment prendre la mesure de ça. C'est-à-dire, il montre que, finalement, la plus grosse escroquerie de relations publiques de l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique qui affirme que les vaccins ont fait baisser la mortalité, c'est à cause des vaccins
qu'on a été capable de faire baisser la mortalité pour la rougeole, les trucs, la polio et tout ça. Les vaccins ont sauvé finalement des centaines de millions de vies. Et les vaccins sont... Eh bien, il a fait une vidéo éducative où il explique que c'est faux, que c'est une opération de relations publiques parce que tous les vaccins, toute la mortalité de ces maladies-là avait déjà diminué de 90, 95 ou 99% avant l'arrivée des vaccins. C'est-à-dire que c'est ce qui a augmenté l'espérance de vie, la capacité de résilience face à ces maladies-là, c'est une meilleure alimentation, l'amélioration des conditions sanitaires, etc., les égouts notamment, le fait de se laver les mains, je ne sais pas. Et donc, que les vaccins n'y sont pratiquement pour rien. Et donc, il vient de détruire l'argument principal de l'industrie pharmaceutique. Et là, évidemment, la conséquence de ça, c'est que tout le monde maintenant dit « Ah, eh bien, il s'agit probablement de la plus grosse arnaque de marketing qui a coûté des centaines de milliards de dollars à nos gouvernements respectifs. La plus grosse arnaque de marketing, parce que les compagnies pharmaceutiques disaient nos vaccins ont fait chuter la rougeole, chuter la polio, chuter le... Tout, or, c'est faux. Hein, et donc, voilà, ici, ça, c'est sur Children's Health Defense. Si RFK a raison, alors nous sommes confrontés à la plus grande opération, la plus grande campagne de fraude de l'histoire moderne, un empire de l'industrie pharmaceutique, du gouvernement et des médias qui vendent un faux récit selon lequel les vaccins ont sauvé des millions de personnes. Le pays a été trompé pendant des décennies. Donc, RFK qui était au bureau ovale avec Pfizer, mais qui, la semaine avant, venait de complètement détruire, éduquer le peuple américain sur la supercherie de l'efficacité des vaccins. Imaginez, ça n'a jamais été fait. Et c'est pas juste RFK qui le dit, il y a beaucoup de personnes qui le disent, ça n'a jamais été fait auparavant. Où est-ce que j'avais une petite... Je vous montre la vidéo où il explique que les vaccins sont finalement n'ont pratiquement rien fait quant à la mortalité de ces maladies-là. Hi, I'm Robert F. Kennedy Jr., your HHS secretary. At my recent Finance Committee hearing, Senator Cantwell showed us this chart to illustrate the decline in infectious disease during the 20th century. The vaccine industry has long used this kind of chart as proof of the common claim that vaccines had saved hundreds of millions of American lives. The momentous 70% decline in mortalities in the United States and Western Europe from contagious diseases since 1900 marks one of the most monumental public health advances in all of human history. Donc, il dit la réduction de la mortalité pour ces maladies infectieuses est une des plus grandes avancées de la médecine, une des plus grandes avancées sanitaires du siècle. Mais ce n'est pas lié aux vaccins. C'est ce qu'il montre ici. Donc, les vaccins sont une supercherie. Encore une fois, il montre que les vaccins sont une supercherie. Ils n'aident pas à la mortalité, ils causent des problèmes, les enfants non vaccinés sont en meilleure santé, etc., etc. Was this really an achievement of mass vaccination programs, as many people, including Senator Cantwell, claim? The most comprehensive evidence-based study that rigorously examines this issue is a CDC-funded study that was published in 2000, performed by a team of researchers from CDC and Johns Hopkins University, and led by Dr. Bernard Geyer. The scientists meticulously examined 100 years of government infectious disease mortality data, and they concluded that nearly all the mortality reductions occurred before the introduction of vaccines, and that vaccinations could therefore claim little of the credit. For example, you can see from this graph that in 1900, some 13,000 Americans a year were dying of measles. By 1960, however, this number had dropped to a few hundred. On ne voit pas à cause de la barre, mais c'est ça ici. Là, le graphique, c'est ça. Je vous l'ai reproduit. Là, le graphique, c'est ça ici. On voyait la measles, je pense que c'est la rougeole, des pics de mortalité. Puis là, vous voyez, à partir de 1900,
Le dernier pic, c'est dans les années 38-39, puis après ça, dans les années 40-50, ça diminue, jusqu'à la barre rouge, c'est l'introduction de la vaccination contre la rougeole, ou je pense que c'est ça, le measles. Et donc, la vaccination n'a absolument rien fait. La vaccination n'a rien fait. Et c'est ce qui montre pour la quasi-totalité des maladies, c'est-à-dire que c'est une supercherie. L'idée que les vaccins aient réduit la mortalité de ces maladies est une supercherie de l'industrie pharmaceutique. The measles vaccine was not introduced until 3 years later. Therefore, almost all the measles mortality had disappeared before the vaccine. So the measles vaccine can't really claim the credit for saving all those lives. Let's look at pertussis, also known as whooping cough. Again, we see the biggest drop in pertussis deaths occurred before the introduction of the pertussis vaccine. The same is true for influenza. Massive flu mortalities had already disappeared by the 1960s, but the vaccine was not widely disseminated until the 1980s. So once again, the vaccine cannot claim the credit. And look how tuberculosis deaths nearly disappeared along the exact same timeline as all those other infectious diseases. Even though there was no mass vaccination for TB in the United States, the mortalities disappeared without any help from a vaccine. Likewise, there was never a scurvy vaccine, but scurvy deaths also disappeared along the exact same timeline. Bon, il montre, graphique à l'appui, à partir de données du CDC, que les vaccins n'ont rien à voir avec la disparition des maladies infectieuses. Et donc, rajoutez ça encore à la liste sans fin d'attaques et de charges. Il éduque le public américain sur les mensonges et les faux dogmes de l'industrie pharmaceutique. On n'a jamais vu ça. OK? Et donc, c'est ça. C'est Children's Health Defense. RFK Junior is undercutting vaccine confidence. La confiance envers les vaccins. Donc, on nous dit que Robert Kennedy Jr. est en train de couper, de miner la confiance envers les vaccins. Mais le problème, évidemment, c'est que il a raison. C'est indisputable. Ça, c'est en anglais. Indisputable, c'est en anglais. On ne peut pas le contredire. Là. Je perds mes mots en ondes, mais... et donc, c'est ça. Vous voyez, je pourrais faire des web journaux juste sur RFK et ce qui est en train de changer aux États-Unis, c'est absolument glorieux. Et ça, c'est sans compter ses interventions. Une autre intervention sur l'ivermectine. Il dit c'est un médicament miracle. Il existe aujourd'hui 100 études démontrant les effets bénéfiques considérables de l'ivermectine. Globalement, on observe une réduction de 70 à 85% des hospitalisations et des décès. C'était vraiment un médicament miracle, etc. Et donc, l'ivermectine qui ne coûte pratiquement rien, qui est comme... encore une fois, ça coupe les profits de l'industrie pharmaceutique. C'est comme... Il y a même des incidences sur le cancer. Rappelez-vous, donc, RFK qui annonce annule le financement de 500 millions de dollars pour les vaccins ARN. Les gens disent ici, qui disaient là, Trump a donné de l'argent à Pfizer pour qu'il augmente son empire ARN. On s'en sortira jamais avec des newfs comme ça qui sont pas capables d'aller chercher la vérité, qui sont pas capables de parier le vrai du faux. C'est ça le truc. Le vrai, c'est ça ici. C'est pas moi qui ai la vérité, c'est juste ça, la politique, premièrement, c'est pas un truc où est-ce que Pfizer reçoit de l'argent, c'est Pfizer qui est obligé de dépenser son argent, baisser le prix de ses médicaments, etc. Puis ça n'a rien à voir avec l'ARN, rien. Au contraire, l'ARN, c'est terminé aux États-Unis. Trump et RFK Junior interdiront le vaccin contre la COVID-19 d'ici quelques mois. L'administration Trump va prendre les mesures pour retirer le vaccin contre la COVID-19 du marché américain d'ici quelques mois, déclaré l'un des plus proches collaborateurs de RFK Junior. Le docteur Assim Malhotra, cardiologue britannique, a affirmé qu'à plusieurs reprises, malgré le consensus scientifique, que les vaccins étaient plus dangereux que le virus, blablabla. Donc, ça, c'est la réalité. Les vaccins ARN vont être retirés. Trump met fin au développement de vaccins ARN, le Time Magazine, etc., etc. Et donc, les gens qui retweetent des âneries, là, c'est comme juste pour faire du buzz, juste pour créer de... Il faudrait faire attention, c'est juste ça m'énerve. Il faut faire attention à ce qu'on publie.
Surtout quand on a un compte Twitter, etc., avec des dizaines de milliers d'abonnés. L'administration va mettre fin au développement du vaccin ARN. Ah, c'est ça ici. Donc, elle dit, ça c'est une des responsables d'une des sociétés pour la prévention de l'autisme. Elle dit pour la première fois, ça c'est publié par Children's Health Defense de RFK, son ancienne organisation. Elle dit pour la première fois, ils sont tous pareils, là, mais pour la première fois, nous bénéficions du soutien du gouvernement pour enfin résoudre le problème de l'autisme. Avant, là, quand les groupes de prévention de l'autisme allaient voir les pharmaceutiques, allaient voir le gouvernement, c'était porte close. Tu sais, il n'y avait rien, il n'y avait pas de réponse, c'était fin de non-recevoir. Pour la première fois, les portes sont ouvertes, ils veulent aller au fond des choses, sauver les enfants. C'est la même chose que le trafic d'enfants, c'est sauver les enfants. Hein? Grâce à des données multi-omiques de pointe, nous découvrons pourquoi les enfants atteints du trouble du spectre de l'autisme souffrent également de maladies gastro-intestinales. Ce n'est que le début, des miracles se produisent. Oui, l'arrivée de RFK dans l'administration Trump et tout ce qui se déroule depuis est un miracle. Ça, c'est sans compter le fait que Trump nous permet de voir plus loin, c'est-à-dire que de dépasser nos conceptions ordinaires de la médecine avec des médicaments. Tu as un problème, tu prends un médicament, tu as un problème, tu prends un médicament. Même si on est encore, la médecine, comme je le disais, la médecine aux États-Unis est encore basée là-dessus. C'est la médecine Rockefeller là, qu'on dit. Hein, c'est Rockefeller qui ont tué tous les remèdes naturels. Ils ont comme financer les instituts de médecine pour qu'on utilise des remèdes facilement contrôlables, des molécules reproductibles, etc., scientifiques, blablabla. Donc, la médecine Rockefeller est en train d'être remplacée. Là, tu vois, donc Trump qui parle des medbeds. Il y a 2 semaines, j'en ai pas parlé, mais Trump qui est là, le Sun nous dit que c'est fake. Trump's medbed conspiracy, la conspiration des medbeds de Trump. Mais c'est pas important que ce soit vrai ou non. Le tweet était là pour nous faire réfléchir de façon différente, pour nous faire parler, pour nous ouvrir des portes dans la tête afin qu'on ne soit pas pris dans le dogme de la médecine pharmaceutique rockefellerienne. C'est ça. Et une autre vidéo que Trump a retweetée, encore une fois, sur Truth Social, justement sur les bienfaits du cannabis, notamment de l'huile de CBD, là, pas de THC, là, pas de... Yeah, man... Pas le truc de Bob Marley, là, mais les bienfaits de l'huile de CBD, etc., ça a avec très peu de concentration de THC. Il publie ça, et donc, c'est des trucs ça coûte pratiquement rien, ça a été ignoré par l'industrie pharmaceutique, et donc, il ouvre, en plus de dire les vaccins n'ont rien fait, les Tylenol causent l'autisme, les enfants non-vax sont en meilleure santé, en plus de faire tout ça, il, je veux dire, ouvre des voies alternatives à la compréhension de la santé. Je vous montre un peu le truc là, sur le système cannabinoïde. You can revolutionize senior healthcare. We've all heard about the major systems in our bodies, like the digestive, respiratory, nervous, and cardiovascular systems. But there's one essential system discovered in the 90s that you probably never heard of. It makes all of the other systems work smoothly with each other. Like a conductor, ensuring the different sections of an orchestra all play a beautiful symphony together. This system is called the endocannabinoid system. It has been acknowledged and studied by scientists extensively with support from the National Institutes of Health. As we age, the system weakens. As a result, the different systems in our body stop working together smoothly. That's one of the reasons older adults struggle with pain, inflammation, cognitive decline. Il dit que justement que le système endocannabinoïde permet d'aligner tous les autres systèmes digestifs, nerveux, respiratoires, etc. Puis qu'il fait en sorte que ça fonctionne mieux, qu'il y a plus d'harmonie, etc. Et donc, il ouvre la voie à ces trucs-là. Et donc, encore une fois, le truc de Pfizer doit être mis, être compris de la façon, selon moi, là, de la façon que je l'ai expliqué, et puis après ça, mis dans son contexte aussi, là, où est-ce ils sont en train littéralement de détruire brique par brique l'empire pharmaceutique dans le monde. Pas juste les méthodes, pas juste le financement, etc. Les fondements même. Là, voilà. Donc, on va continuer avec ça ici. Aussi, il y a d'autres trucs qui ont préoccupé, encore une fois, les gens. Là, cette semaine, c'était comme... There's too many of them. Je n'étais pas capable de défendre. Là. Il y avait trop de...
l'idée numérique et les missiles Tomahawk, les Black Pills en PLS, comme disent les Français. Je suis toujours en train de vérifier ce que veut dire PLS, là. C'est dithyrambique, hors d'eux, genre énervé, etc. Mais je me rappelle jamais vraiment c'est quoi le. Je suis toujours obligé d'aller revoir PLS, qu'est-ce que ça veut dire. C'est très, très populaire en France. Nous autres, on n'utilise pas ça au Québec. Mais c'est ça. Donc, l'idée numérique en Angleterre, donc le premier ministre Keir Starmer qui met en application un programme d'identification numérique. Et là, c'est la folie. Donc, un nouveau système d'identification numérique sera déployé dans tout le Royaume-Uni. Un nouveau système d'identification numérique contribuera à lutter contre le travail illégal. Blablabla. Ils vont toujours trouver une raison pour ça. C'est comme le passeport vaccinal et tout. Donc, c'est une façon de centraliser les données, contrôler tout ça, vérifier que... Et là, donc ça, c'est l'enfer. Mais le problème, c'est que juste la semaine avant, Trump avait signé avec Starmer un partenariat sur les technologies, l'intelligence artificielle et tout. Et là, j'ai reçu des questions. Les gens demandaient, ouais, est-ce que c'est lié, Alexis? Est-ce qu'il y a comme un lien entre les deux et tout ça? Oui, il y a un lien entre les deux. Il donne des technologies d'intelligence artificielle. Palantir est là-dedans. Palantir, le diable en personne, Palantir. Et donc, mais encore une fois, la technologie qui est vendue, la technologie d'intelligence artificielle qui est vendue à l'Angleterre n'est pas utilisée dans le système d'identité numérique. Ça a été confirmé par Palantir et ça ne s'applique qu'aux technologies militaires. Donc, ce qu'ils vendent, c'est de l'intelligence artificielle militaire. Un peu comme le programme Lavender utilisé par les Israéliens pour déterminer les cibles. Là, tu as comme un champ de bataille, puis tu as comme un tank là-bas, tu as comme 3 fantassins dans un édifice, tu as un lance-roquette là, tu as comme tout ton champ de bataille, tes cibles sont identifiées, puis là, fait que tu as l'intelligence artificielle qui va déterminer qu'est-ce que tu frappes en premier, puis là-bas, à côté du lance-roquette, il y a comme une maison avec des civils, et puis donc Lavender, c'est ça, c'est controversé parce qu'il appliquait jusqu'à 50 morts civiles, il acceptait jusqu'à 50 morts civiles pour un commandant intermédiaire du Hamas et jusqu'à 100 morts civiles pour un commandant supérieur du Hamas. Et donc, mais ce que je veux dire, c'est que je donne une idée d'intelligence artificielle. Et donc, l'intelligence artificielle, les États-Unis ont décidé d'être un leader dans l'intelligence artificielle, c'est le truc de l'avenir. Et on vend de l'intelligence artificielle exactement comme on vend des armes. Et l'intelligence artificielle peut être aussi mortelle que les armes. Elle peut être utilisée comme pour le bien, comme pour le mal. C'est-à-dire que quand tu vends un jet, par exemple, un avion, tu vends comme un F-18 à un pays X, ben, il peut utiliser son F-18 pour bombarder un village. Tu ne sais pas ce qu'il va faire avec. Tu vends les armes. Et donc, on vend l'intelligence artificielle comme on vendait des armes. Mais ici, c'est ça. C'est bien un programme, la signature de Trump, entre Trump et Starmer, c'est bien un programme d'intelligence artificielle militaire et qui a été lié, il l'a fait, en fait, il l'a signé avec Starmer en faisant promettre à Starmer d'avoir des protections contre la liberté d'expression. Starmer bows to Trump, donc il plie devant Trump. Tu veux notre programme d'intelligence artificielle pour tes opérations militaires, etc.? Tu vas devoir relaxer sur la liberté d'expression en Angleterre. Et donc, voyons voir comment ça s'applique, c'est-à-dire s'il continue à y avoir des arrestations et tout. Mais ici, on dit que Starmer, le Télégraphe nous dit que Starmer a plié devant Trump et a promis de protéger la liberté d'expression. Et donc, ça sera toujours... Rappelez-vous, hein, quand on était dans les années 90, c'était toujours... quand les leaders occidentaux se déplaçaient dans des pays comme la Chine, etc., il avait, ou n'importe quel pays controversé, là, il avait soulevé la question des droits de l'homme. C'était toujours ça, genre, le premier ministre ou le président est allé rencontrer le Chinois et puis a soulevé la question des droits de l'homme, etc. Et là, c'est quand le président Trump se rend en Europe, il signe des contrats, il a soulevé la question de la liberté d'expression, etc. Parce que c'est des dictatures, essentiellement. Mais ici, Starmer qui a promis de garantir la liberté d'expression. Et là, encore une fois, d'une autre façon, c'est-à-dire que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est comme les systèmes d'armes, finalement. Tu sais, si tu te bats contre un pays, par exemple, si les États-Unis se battaient contre un pays qui était équipé de F-16 américains,
Mais les Américains connaissent parfaitement le M16, ils ont tous les plans, ils connaissent les points faibles, etc. Et donc savent comment neutraliser les... C'est probablement la même chose avec l'intelligence artificielle. À partir du moment où est-ce que l'Angleterre achète de l'intelligence artificielle militaire US, mais c'est comme que les forces armées anglaises sont subordonnées à l'intelligence artificielle US. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est comme les ventes d'armes. C'est-à-dire, il y a une certaine liberté, mais ils sont aussi, les États-Unis peuvent fermer le robinet, peuvent fermer le programme. Il y a probablement des backdoors, etc., etc. Donc, c'est ça. Nouveau partenariat stratégique pour débloquer des milliards et stimuler l'intelligence artificielle et l'innovation militaire. OK? En plus d'être lié à la liberté d'expression. Et là, vous avez le directeur de Palantir en Angleterre qui dit que nous ne sommes pas rentrés dans le programme d'identification numérique pour plusieurs raisons. Normalement, Palantir est une compagnie qui travaille pour mettre en place des programmes gouvernementaux. C'est les gouvernements en général qui demandent à Palantir tel, qui donnent à Palantir des contrats. Et dans le cas présent ici, on n'est pas rentré dans l'identification numérique parce que c'est un programme controversé, etc., etc. Donc, confirme que le travail des technologies militaires américaines n'a rien à voir avec le programme d'identification numérique anglais. These proposals to introduce a new form of digital ID in the UK are ones that we have been widely linked to online. So many people are talking about Palantir's involvement with that program, and I want to say that we will not be participating in that. You will not. So tell me why. Well, it's actually, the answer is on a couple of levels. One is I have actually personal concerns about digital ID. That's both on a technical level. I think there are other ways of addressing the challenge that we have with engaging with government services online. I think there are ways to improve that wouldn't require a wholesale new form of ID. And I think it does open up the risk of misuse as well. But also, it's a problem on a corporate level. So Palantir have long had a policy that we will help democratically elected governments to implement the policies they've been elected to deliver. And that does mean that often we are involved in the implementation of very controversial measures. However, digital ID is not one that was tested at the last election. It wasn't in the manifesto. Yeah. So we haven't had a clear resounding public support at the ballot box for its implementation. And as you said, we're seeing a wide divergence of views and a lot of controversy around it. So voilà. On va finir avec... donc, Palantir n'est pas impliqué là-dedans. Le traité entre Trump et l'Angleterre ne touche pas l'identité numérique anglaise. Voilà, ça touche les programmes militaires. La Hongrie qui déclare... on va terminer avec ça ici, le truc sur les Antifa. Après les États-Unis, la Hongrie qui déclare officiellement le mouvement Antifa organisation terroriste. Au Québec, il y a celui qui avait lancé, il y a le chanteur américain évangélique Sean First qui était venu au Québec pour chanter. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, lui avait, comme avec Dieudonné et tout ça, lui avait bloqué les salles, avait refusé son spectacle. Finalement, il s'était produit dans une église qui l'avait invité. Et là, il y avait les Antifas à l'extérieur de l'église. C'était la haine. Et là, il y a un des Antifas qui était rentré et qui avait lancé une fumigène à l'intérieur, 2 fumigènes, en fait, à l'intérieur de l'église. Ce qui est particulier, c'est qu'il était rentré à visage découvert. Et donc, déjà, à partir du moment où est-ce que tu commets un crime comme ça, c'est clairement un crime, là, à visage découvert, c'est que tu ne penses que tu ne vas pas être embêté par la police ou les autorités. Tu le commets, c'est comme tu fais un vol de banque à visage découvert, ou c'est comme quand les sympathisants du Hamas prennent les otages à visage découvert. Il y a anguille sous roche. Mais il l'avait fait, vous voyez, c'est avec les pantalons violets. Là, il est rentré dans l'église et il a lancé 2 fumigènes. Il est sorti, personne ne l'a embêté. La police ne l'a pas arrêté. Et là, finalement, l'organisation médiatique Rebel News a retrouvé le bonhomme. Je vous montre rapide. Je vais faire ça rapide parce que j'ai juste un petit propos là-dessus. J'ai quelques questions pour vous, M. Lepage. Est-ce que vous pouvez me confirmer si c'est vous sur cette machine, M. Lepage? Avez-vous des liens avec les Antifas? Est-ce que je ressemble à quelqu'un que j'ai... Et là, il passe un coup de téléphone et immédiatement, des Antifas viennent l'aider. Vous voyez, là, regarde, il passe un coup de téléphone et là... Even more concerning, and you will see the evidence in this report.
Antifa is not just a fringe ideology. It's a dangerous network of extremism. Le gars, il passe un coup de téléphone et il a été retrouvé. On a retrouvé son identité. Et là, il passe un coup de téléphone et des antifas masqués viennent attaquer la journaliste qui l'a retrouvé. On l'a trouvé, c'était qui? Le gars travaille à la Défense nationale. Industrial Engineering Technologic, 22e Workshop Dépôt, Défense nationale. Donc, il travaille pour l'armée. Et c'est pas la première fois qu'il y a des antifas ou des émeutiers comme ça qui travaillent pour l'armée. Ici, vous l'avez lors d'un événement à Ottawa. Military claims officer wasn't involved in Ottawa counter-protest with Antifa despite video. Des vidéos qui montrent que des officiers de l'armée sont avec les antifas dans les contre-manifestations. Et il y en avait un autre aussi qui sévissait sur Internet avant que son identité soit révélée. C'est Frank Who Knows. Frank Who Knows, qui était sur la ligne Antifa, qui était sur la ligne Xavier Camus à l'époque, rappelez-vous tout ça, Xavier Camus, et qui partageait tout ça, qui jasait, qui était comme chummy avec Jean-Marc Léger aussi, des échanges de tweets, le sondeur, Jean-Marc Léger, etc. Lui aussi travaillait pour la Défense nationale, département de la Défense nationale. Et donc, ça fait beaucoup de ces antifas ou de ces sympathisants violents d'extrême gauche qui travaillent pour la Défense nationale. Et là, encore une fois, on va juste lier ça à tout ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire ce que Mike Benz a expliqué, ce qu'on a expliqué récemment aussi dans le web journal Endgame, c'est-à-dire que c'est des réseaux de l'OTAN, hein, qui pratiquent la censure. C'est pas seulement la censure en ligne, mais c'est aussi la censure dans la rue, c'est-à-dire qu'ils ont une stratégie online, en ligne, puis ils ont une stratégie aussi de censure et d'intimidation dans la rue. Tout ce qui est considéré, tous les leaders populistes, là, ce qu'ils appellent l'extrême droite, qui en fait juste le centre, est toujours attaqué par les antifas. Dès que tu es contre l'immigration, tu es attaqué par les antifas. Aux États-Unis, présentement, il y a des gros heurts. La garde nationale a été déployée à Portland, on en a parlé, et parce que les antifas attaquent les édifices de l'immigration, ICE, les Immigration and Custom Enforcement, et donc ils sont violents. Il y a eu des tirs à balles sur des édifices de l'immigration, et donc la garde nationale est déployée. Ils font des arrestations musclées. On voit les troupes fédérales qui arrêtent des antifas. Mais ici, on est encore, les réseaux de l'OTAN n'ont pas encore été démantelés parce que c'est exactement ça. Ils jouissent de l'impunité. La journaliste Alexandra Lavoie, dans la vidéo plus tard, elle appelle la police, elle dit « Nous avons le suspect, voici les photos, c'est le gars, ça marche, on sait c'est qui, ils ont les mêmes souliers, on sait c'est qui, là. » La police ne fait rien, la police ne fait jamais rien avec les antifas. Comme à Portland aux États-Unis, la raison pour laquelle Trump déploie les agents fédéraux, c'est parce que la police municipale à Portland ne fait aucune arrestation. Elle les laisse complètement faire, comme la police de Trois-Rivières a fait avec nous lors de la marche bleue. On s'est fait attaquer par des antifas. On était à côté avec mon ami Claude Deroy, qu'on salue. On était à côté on a pris des coups et tout. On était à côté de la police et la police n'a rien fait. Ils ne font rien. Les antifas ont l'impunité. Pourquoi ils ont l'impunité? Parce que ça fait partie d'une architectonique, d'une stratégie de répression des mouvements populistes, de vol des élections, de combat contre ce qu'on appelle le nationalisme, ce que Trump a exprimé, l'avenir appartient aux patriotes et non pas aux mondialistes. C'est ce que j'ai expliqué dans Endgame. Et donc, les antifas sont partie intégrante de cette structure-là, de cette structure de contrôle et de censure, etc. C'est la raison pour laquelle la police de Portland ne fait rien, la police de Trois-Rivières ne fait rien, la police, on voit les antifas souvent casser des trucs et après ça, retourner derrière les cordons de police. Et là, on se demande qu'est-ce que fait Fadi Daguerre, le directeur du SPVM, alors qu'ils ont leur suspect. Ils vont toujours dire, c'est exactement la même réponse qu'on a eue. Moi, quand j'ai eu l'officier à Trois-Rivières pour porter plainte, il dit non, l'enquête est en cours. C'est comme oui, l'enquête est. Puis il se passe jamais rien. Ils ont l'impunité. C'est pour ça que le gars rentre dans l'église à visage découvert, là, parce qu'il sait. Il travaille pour la Défense nationale. Il n'a absolument pas peur de perdre son travail puisqu'il fait partie, comme tous les autres, là, de ces réseaux de l'OTAN, un peu comme Opération Gladio. Là. Ces réseaux de l'OTAN, c'est le dernier échelon. C'est-à-dire que tu as la structure, après ça, tu as de la censure sur Internet avec Meta, le Framework Disarm, appelez ça comme vous voulez. Puis après ça, tu as la censure dans la rue pour empêcher
Le nationalisme, les gens qui se plaignent de l'immigration se font attaquer par les antifas, c'est les troupes de choc du mondialisme qui jouissent d'une impunité complète de la part de la police, des services de renseignement, etc. Ça me fait vomir. Et là, quand tu es un journaliste, comme nous, on l'était à Trois-Rivières, comme Alexandra Lavoie qui se fait attaquer, nous, on s'est fait attaquer. Aux États-Unis, des journalistes sont allés à Portland. Le journaliste conservateur Nick Sotor, arrêté à Portland alors qu'il couvrait une manifestation de l'Est. Si vous regardez la vidéo, on était à 1h21, on ne regardera pas. Mais il se défend, c'est-à-dire qu'il est là avec sa caméra et comme tout le monde, tous les journalistes qui sont là, comme on était à Trois-Rivières, on est là avec des caméras. Dès que tu as une caméra, tu te fais attaquer par Antifa et c'est toi qui se retrouves dans la merde. Il se fait donner des coups, etc. Il recule. Puis c'est lui qui se fait arrêter comme une autre ici, une autre journaliste qui est passée à Fox News. Elle a eu un œil au beurre noir. Elle s'est fait attaquer par les antifas. Elle est allée porter plainte à la police et la police lui répond c'est toi qui as causé du trouble. C'est toi qui es allé les provoquer. Comme ils disent avec Alexandra Lavoie. C'est toi qui... Donc, ils ont une impunité complète de la part du SPVM, du service de police, etc., des agences de renseignement, alors qu'aux États-Unis, ils ont été déclarés, et en Hongrie et dans plus en plus de pays, une organisation criminelle. Ici, ils jouissent encore de l'impunité complète parce qu'ils sont des troupes de choc d'une opération style Gladio. OK? Voilà. Donc, ça, c'est Nick Sotor ici, arrêté par la police. Arrêté par la police alors qu'il se défendait. Tu sais, tu te fais agresser par les antifas, puis c'est toi qui se retrouves en prison. Tu te fais donner des coups, 1, 2, 3, 4, tu lèves la main, etc. Tu repousses la personne, clac, les menottes. Et les antifas, presque rien. Jamais rien. Là, les troupes rien par la police municipale. Et là, il y a des arrestations parce que Trump a envoyé des agents fédéraux. Ouais. Et là, on a hâte de voir ce que Mark Carney va faire avec ça, puisqu'on sait exactement c'est quoi la game avec les antifas. OK? Et lui, en tout cas, on n'est pas prêt de le voir en prison pour ce qu'il a fait, ou Gabriel Lepage. Je pense que c'est lui. En tout cas, ça a l'air d'être lui. C'est lui qui a été présenté par Alexandra Lavoie, etc. Même souliers, même face, même lunettes, même tout retrouvé. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On va remercier ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec comme en début de Web Journal. On est en campagne de financement automnal et on sollicite votre appui. Hein. On remercie tous ceux qui l'ont fait, tous ceux qui le font, qui l'ont fait, qui font ça de façon récurrente. Et on sollicite l'appui de ceux qui n'y ont pas encore pensé, mais qui pensent que, ouais, c'est vrai, Alexis dit depuis 8 ans la même chose et puis n'a jamais bougé et puis finalement finit par avoir raison, puis on comprend mieux les choses avec lui, etc. Ça vaut mieux qu'un film, qu'un abonnement à Netflix, etc., etc. Hein, c'est... Voilà, c'est de l'information unique, esti, unique. Mes bras disparaissent quand j'en... OK, je niaise. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui, 1h24. OK? Donc, petit recap, la paix à Gaza, c'est que le même modèle que le piège iranien, que le croc en jambe qui s'est produit, le tacle du siècle entre Israël, l'Iran, etc. Il a mis fin à la politique de changement de régime en acceptant immédiatement les conditions de l'Iran, et puis l'Iran a accepté, et puis tout le Gaza, le Hamas a accepté, et donc c'est terminé. Après ça, guerre de 5e génération contre Israël, tu sais, chaud-froid, pour forcer Netanyahou. Non, Netanyahou ne dérogera pas puisque les États-Unis ont, comme je l'ai déjà expliqué auparavant, la merde sur Israël, ils ont la merde sur le Mossad. Le 11 septembre, l'assassinat de JFK et le faux assassinat de Charlie Kirk, etc. Ou le vrai faux, disons, assassinat de Charlie Kirk, le faux vrai. Trump a une volonté, une motivation d'aller vers la paix. Il a la détermination et la capacité d'y arriver merde à tous ces oiseaux de malheur qui disent toujours non, tu ne comprends pas, Alexis, ils n'arrêteront jamais, etc. Okay? Et donc, on a eu raison là-dessus depuis 8 ans. Trump sert la main du diable, mais est-ce que tu peux détruire complètement la capacité de production pharmaceutique aux États-Unis et te retrouver avec du sang sur les mains? Là, non. La réponse, c'est non. On doit mettre ça dans le contexte où l'industrie pharmaceutique est attaquée de toutes parts par RFK Junior,
sur, comme j'ai expliqué dans Hiroshima, autant les méthodes que les profits, que la crédibilité, que tout, ils sont en train de détruire l'édifice pièce par pièce. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, ils ont toujours besoin de Pfizer, mais tu veux te rendre à la fin, dans 5 ans, à la fin du mandat et peut-être même après, dans un monde où la santé aura été complètement révolutionnée et où on pourra se passer de Pfizer, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et donc, il faut être stratégique et pas se tirer dans le pied. Tu sais, comme quand tu rames là, fortement, là, tu veux pas tirer dans la chaloupe, puis genre couler, merde. Finalement, tu te retrouves avec des conséquences que tu n'as pas prévues. Eux ont bien prévu, ont bien réfléchi à ces choses-là, et c'est la raison pour laquelle ils ont forcé Pfizer à faire ces investissements et cette réduction de prix, coupant ses profits. Finalement, idée numérique et tout ça. J'ai pas parlé des missiles Tomahawk, mais c'est la même chose. C'est la même chose, encore une fois. C'est Trump qui donne les missiles Tomahawk, mais finalement, c'est la même stratégie qu'avec les missiles ATACMS. Rappelez-vous, c'était supposé être la fin du monde. Finalement, ils ont tiré les missiles sur une base désaffectée. Même chose avec les chars Abrams. Ils ont été finalement retirés parce que Trump a envoyé le vieil équipement avec du mauvais acier, etc. Là, c'est les Tomahawks. Et encore une fois, mettez ça comme avec RFK, mettez ça dans le contexte. Dans le contexte, Trump veut la paix, Trump veut augmenter, améliorer ses relations avec Poutine, veut du commerce avec la Russie, et donc il va pas, ça n'ira nulle part. D'autant plus que les missiles Tomahawk doivent être tirés par sous-marin ou à partir de navires. C'est très, très, très difficile de les tirer à partir d'une plateforme terrestre. Et donc, ils ne sont pas adaptés au champ de bataille ukrainien pour l'instant. Ils ne changeront pas. Mais ce que Trump fait, par exemple, encore une fois, c'est, si vous reprenez ce que j'expliquais au début, c'est-à-dire que c'est une stratégie de négociation où tu veux pas avoir l'air du laquais de Poutine. Si tu veux comme être au-dessus de la mêlée, le négociateur, tu veux pas apparaître comme le laquais de Poutine. Déjà, il lui a serré la main, il l'a comme réhabilité en Alaska, etc. Mais tu veux te montrer genre que tu es comme un dur à cuire. C'est de la négo, c'est the art of the deal, c'est toujours ça. Et donc, tu veux montrer que tu es ferme avec Poutine. Là, les gens me disent, que se passe-t-il avec Trump? Il a décidé... Oui, regardez le pattern, c'est tout... Le gars veut la paix, veut des bonnes relations avec la Russie, etc. Va pas. OK, donc, il parle de Tomahawk, de toute façon, qui ne sont pas applicables parce qu'il n'y a pas de sous-marin ou de navire ou de plateforme terrestre pour le faire. Et donc, la seule chose qui reste finalement, c'est une guerre de perception où il essaie de se. Les Russes sont absolument pas embêtés par les Tomahawks. Il y a de toute façon des communications en coulisses avec Trump. Et c'est pour face. À l'ensemble des diplomates dans le monde, des négociateurs, des personnes en Ukraine, dans les parlements, et toute cette espèce de grande foire publique, diplomatique, politique, c'est pour se montrer comme qu'il est capable d'être... Il n'est pas comme Netanyahou, là, il n'est pas un laquais de Poutine, il est capable d'être ferme avec Poutine, et donc, quand il y aura une signature avec Poutine, c'est pas Trump le faible, le suppôt de Poutine, l'agent russe qui a signé en bas, là, tu sais. C'est pas l'agent de Poutine, c'est quelqu'un qui voulait envoyer des missiles Tomahawk. Évidemment, il n'en est rien, mais la posture, c'est quelqu'un qui voulait envoyer. Et donc, c'est une question de perception, the art of the deal, etc. Appliquer ce que j'explique là dans tout. Là, c'est la méthode. Et donc, la prochaine fois qu'il y aura comme une espèce d'arme controversée qui va sortir, sortez-moi pas le truc, là, mais que se passe-t-il avec Trump, Alexis, etc. Il veut la paix, il veut du commerce avec la Russie. Quand il fait des trucs comme ça n'a jamais de conséquences. Comment on dit, là? Wash, rinse, repeat. Wash, rinse, repeat, là, come on. OK? Et ça, c'est sans compter le fait que l'envoyé du président russe pour les affaires économiques, Kirill Dmitriev, retweet encore une fois du QAnon et le post controversé qui dit et si la Russie, la Chine et d'autres étaient en pleine coordination avec Trump, POTUS, pour éliminer le nouvel ordre mondial? Qui contrôle la Corée du Nord, qui contrôle réellement la Corée du Nord, etc. Donc, il dit essentiellement, l'envoyé de Poutine pour les affaires économiques dit que Poutine, Xi, etc., coordonnent avec Trump pour la fin du nouvel ordre mondial. Ça, c'était il y a 2 jours, je pense. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. OK? Et donc, n'oubliez pas, si vous avez apprécié ce web journal, vous en voulez d'autres, et vous voulez que ça continue, soutenez Radio-Québec. On remercie à ceux qui l'ont fait. Et voilà. Merci.
Radio-Québec, signing off. Ciao. C8, C2 ne passeront pas. Ouais, on en discutera peut-être à un moment donné. Allez, et tu vois, voyez bien que ouais, C8, C2, c'est une violation complète à la liberté d'expression. Et regardez ce qu'il a fait avec l'Angleterre. Et donc, il y a cette insistance sur la liberté d'expression, etc. Et donc, il y a très peu de chances que ça passe ici. D'autant plus que Mark Carney fait tout ce que Trump veut. Je veux dire, il fait des trucs, le genre, oui, tu sais, pour redorer son image à gauche. Mais regardez ça ici, encore une fois, cette semaine. L'Alliance bancaire mondiale sur le climat, lancée par Carney, cesse ses activités. Mark Carney, l'Alliance bancaire mondiale pour le climat, cesse ses activités. Une organisation lancée par Mark Carney. Encore une fois, c'est tout du faire-valoir, des apparences. Tu veux te présenter comme quelqu'un qui résiste à Donald Trump. Finalement, tu déconstruis tes trucs. C'est toujours des déclarations publiques. Faut les mettre dans le contexte. Encore une fois, Mark Carney peut dire qu'il va être dur avec Trump, que notre relation avec les États-Unis est terminée, etc. Finalement, genre, pute en arrière, comme il baisse pavillon là, sur le climat, sur plein de choses, il baisse pavillon, et puis on respire par le nez quand il y a des déclarations publiques, et quand ça va mal, on prend du Viagra. Je prends du Viagra avant chaque web journal. C'est le petit secret de Radio-Québec. OK, salut la gang. À dimanche prochain.